Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, toujours en direct depuis les studios de TV5 Monde. Alors pour cette 19e heure de direct, nous partons en direction de la première économie d'Europe chez nos voisins germaniques, dans une des plus anciennes villes du pays, réputée pour son eau, sa cathédrale ou encore son carnaval. Vous l'aurez deviné, nous sommes à Cologne. Alors pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Pierre-Yves Leborgne. Bonjour. Vous êtes député des Français de l'étranger, 7e circonscription. Quel territoire couvre cette circonscription? Alors ça prend l'Allemagne, mais aussi 15 autres pays qui vont depuis la Pologne jusqu'à la Bulgarie, en descendant le long de la mer Noire, la Macédoine, puis en remontant le long de l'Adriatique, toute l'ex-Yougoslavie, jusqu'à l'Autriche. La Russie, sans compter la Russie. Oui, jusqu'à la Russie, moins la Russie. Très bien. Chloé Nischinski, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice adjointe de Villa France. Un petit mot pour expliquer ce qu'est Villa France. Alors Villa France est un centre d'affaires franco-allemand privé qui existe depuis une dizaine d'années à Cologne, qui a vocation à aider des entreprises, à accompagner des entreprises françaises dans leur implantation sur le marché allemand. Très bien, vous aurez l'occasion de nous expliquer comment se passe cette implantation. Philippe Gagneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Assimil Allemagne. Alors, la méthode Assimil, je pense que c'est connu, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement? Oui, la méthode Assimil existe depuis maintenant près de 90 ans, presque. Et en Allemagne, elle est présente depuis 50 ans. Et je m'occupe des adaptations pour le marché allemand et de la distribution, en incluant l'Autriche. C'est-à-dire que le marché germanophone. Très bien. Monsieur Leborgne, pour débuter cette émission, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de l'économie allemande, donc première économie d'Europe? Sur quoi est basée cette économie assez rapidement? Alors, c'est une économie qui dépend énormément de l'exportation, l'une des grandes qualités et des atouts de l'Allemagne, qui devrait être pas très loin de 2% de croissance sur 2016, et qui a bénéficié en 2015-2016 de l'effet d'accueil des réfugiés, qui a joué énormément en termes de gains de consommation et donc poussé également de manière inhabituelle la croissance allemande. Justement, comme vous en parlez, on va aborder ce sujet assez présent dans l'actualité allemande. C'est la prise de position exemplaire de son gouvernement d'accueillir plus d'1,5 million de réfugiés et de les intégrer à la société. On écoute à ce sujet Dominique Scherpin. Alors, il est directeur de Villa France et conseiller du commerce extérieur. L'immigration. D'abord, il serait faux de penser que c'est une nouvelle histoire en Allemagne. Il y a 82 millions d'habitants en Allemagne, dont 17 millions sont issus de l'immigration. Et parmi ces 17 millions, 9 millions ont encore le statut d'étrangers. Alors, ce sujet est devenu de plus en plus médiatique ces dernières années, ces derniers mois, notamment avec cette décision de Mme Merkel d'accueillir entre 2015 et 2016 plus d'1,5 million de personnes, surtout des personnes venant de Syrie. Contrairement à ce que l'on lit souvent, cette décision n'a pas un lien direct avec l'évolution de la pyramide des âges en Allemagne. C'est, on va dire, plus une réaction face à une crise. Et l'un des challenges de l'Allemagne est maintenant de pouvoir gérer cet afflux de personnes qui viennent dans le pays. Monsieur Leborgne, quels sont les enjeux socio-économiques de l'intégration des immigrés en Allemagne? Ils sont doubles. Le tout premier, c'est de permettre aux personnes adultes ou sur le chemin d'être adultes d'intégrer le marché du travail. Souvent, il s'agit de personnes qualifiées, mais il faut pour ça pratiquer la langue allemande et des cours de langue sont proposés. Et a fortiori, quand vous avez le statut de réfugié, vous devez apprendre l'allemand. Puis il y a également tout l'enjeu de faire rentrer dans les écoles les enfants des réfugiés, ce qui dans une ville comme Cologne, qui a accueilli 15 000 réfugiés en ce moment, soulève toute une série d'investissements en matière d'école, en matière de rénovation de bâtiments, et encourage le fait que ces jeunes apprennent la langue afin de trouver également très tôt leur chemin vers l'Allemagne et vers la culture allemande. D'accord. Vous parliez de la langue. Philippe, c'est un petit peu votre spécialité. Un petit peu. Est-ce que vous prévoyez des méthodes, je ne sais pas, accélérées pour l'apprentissage de l'allemand pour la langue arabe? À toi lentement. On ne peut pas apprendre une langue de manière accélérée. Mais par contre, si on commence, on peut, avec une méthode qui fonctionne, l'apprendre assez rapidement. J'ai des exemples de stagiaires qui ont appris l'allemand en 1 an. Et à un niveau
très correcte à pouvoir conseiller des gens sur un salon en allemand. On travaille actuellement sur une méthode d'allemand pour arabe, mais on a quand même mis pratiquement 1 an et demi à la sortir. Elle est presque finie, il faut la mettre en page, elle sortira en fin d'année. D'accord. Mais donc, ça va rajouter du travail pour vous avec tous ces immigrés qui arrivent. C'est déjà fait, Oui. parce que nous n'avons pas l'allemand pour arabe, mais nous avons l'allemand pour anglophone, l'allemand pour francophone, pour tous les zones nord-africains, l'Afrique noire. Donc, nous avons vraiment, à ce niveau-là, déjà un boom. Même un petit peu avant, avec la crise, nous avions beaucoup d'Espagnols et d'Italiens. C'est-à-dire que 20% de notre marché en tant que société, c'est l'allemand langue étrangère. Ok. Chloé Nishinsky, Monsieur Sherpin abordait dans la vidéo le sujet de la pyramide des âges en Allemagne. Donc c'est vrai que c'est un pays qui connaît un vieillissement démographique assez important. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a des secteurs porteurs qui en découlent pour les Français ? En effet, l'Allemagne est un pays vieillissant. La population allemande devrait diminuer dans les prochaines années. Et donc, les besoins, les secteurs porteurs, les consommateurs sont actuellement les personnes les plus âgées en Allemagne. Et donc, cela crée de nombreuses opportunités pour les sociétés françaises, que ce soit dans le secteur des loisirs, dans le secteur de l'équipement, dans le secteur des medical devices. Et donc, c'est le moment pour les sociétés françaises de se positionner, de venir sur ce marché porteur. C'est également une opportunité pour les jeunes Français. Là, par contre, sur l'emploi, puisqu'il y a des chiffres qui indiquent que, par exemple, 42% des ingénieurs allemands vont partir à la retraite dans les 15 prochaines années. Donc, il y a un vrai défi en termes de recrutement et de main-d'œuvre qualifiée, et donc de nombreuses opportunités aussi sur le marché de l'emploi. Vous, dans les entreprises que vous accompagnez, il y a des exemples dans le secteur des services à la personne ? Tout à fait. Alors, on accompagne plusieurs sociétés, dont une qui propose, par exemple, des bornes musicales pour les maisons de retraite, Innovation et service à la personne. Innovation, service à la personne, manière de faire peut-être un petit peu française. Donc les Allemands apprécient beaucoup l'innovation française. Il y a évidemment des adaptations, il y a une certaine patience à avoir. Donc cette société cherche à s'implanter, ça a entrepris une démarche d'implantation depuis maintenant 1 année. Il faut de la patience, mais les opportunités sont immenses. D'accord. On va passer maintenant à un autre secteur porteur en Allemagne, c'est le secteur énergétique. Et on écoute tout de suite Gabriel Turk. Il est président des conseillers du commerce extérieur de la région Rhénanie du Nord-Westphalie. Et voilà, il nous parle du tournant énergétique qui s'opère dans le pays. Bonjour chers amis. On ne peut parler d'Allemagne qu'en parlant également de ce que les Allemands appellent die Energiewende, en français le tournant énergétique. Vous savez tous qu'après la catastrophe de Fukushima il y a à peu près 12 ans, c'était le glas pour l'industrie nucléaire allemande, puisque la chancelière Angela Merkel, comme vous le savez, elle-même physicienne, a décidé d'arrêter à ce moment-là, à terme, l'énergie nucléaire en Allemagne. Mais cette décision, il faut bien le savoir, a ses racines dans une évolution consensuelle de la société allemande en faveur du développement des énergies renouvelables. Il s'agit là non seulement d'un pari technologique, mais j'insiste aussi économique et social. Pierre-Yves, vous avez longtemps travaillé dans le secteur des énergies solaires, donc ma question s'adresse à vous. Il parlait d'un pari économique et social que fait l'Allemagne. Quel est-il ce pari ? Enfin, quels sont les enjeux ? C'est un pari qui a été fait il y a presque 20 ans, sous la mandature de Gerhard Schröder, dans la coalition rouge-verte, par 2 parlementaires du Bundestag, Hermann Scher et Hans-Josef Fell, qui partaient de l'idée que pour orienter l'Allemagne vers les énergies renouvelables, il fallait garantir le rachat de l'énergie produite par un panneau solaire ou une éolienne au-delà du prix régulier de l'électricité. Et ça a permis d'équiper l'Allemagne, de faire baisser considérablement le prix des panneaux comme le prix des éoliennes et de voir monter de manière inédite en Europe la part du renouvelable dans le bouquet. Ensuite, l'Allemagne a pris la décision rappelée par Gabriel Turk de sortie du nucléaire, ce qui accélère encore plus la transition vers le renouvelable, mais qui pose aussi d'autres difficultés, qui est celle de la remise en route ou de l'intensification de l'énergie à base de charbon, et qui pose aussi un autre... C'est une énergie intermittente, en fait. Oui, tout à fait, parce que solaire, éolien, solaire ne fonctionne que lorsqu'il y a de la lumière, éolien s'il y a du vent. Donc il vous faut une autre énergie à côté qui garantit la régularité de l'approvisionnement. Si c'est une énergie du type gaz naturel, c'est jouable, c'est même souhaitable.
Quand c'est du charbon et que ça vous emmène un paquet de CO2 dans l'atmosphère, c'est un autre défi qui se pose au-delà du défi de la sortie du nucléaire en raison de la prolifération. D'accord. Chloé, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce sujet? Il y a également un défi dans la part croissante des énergies renouvelables, c'est le transport de ces énergies, puisque la plupart de l'énergie éolienne est produite dans le nord de l'Allemagne et les industries consommatrices se trouvent dans le sud de l'Allemagne. Donc aujourd'hui, l'Allemagne est un petit peu confrontée à la difficulté d'acheminer le transport de l'énergie et se trouve freinée dans le développement des énergies vertes. Il y a par ailleurs, donc, suite à ces décisions d'Angela Merkel, de sortir du nucléaire, des enjeux très importants, des opportunités très importantes pour les sociétés françaises, puisqu'il y a donc un marché désormais du démantèlement nucléaire, où les Français ont un vrai savoir-faire et commencent petit à petit à se positionner. D'accord. Donc, plusieurs opportunités pour les Français en Allemagne quand même. Donc, on va passer maintenant un petit peu plus à l'aspect pratique, à l'aspect des modalités de création d'entreprise. On écoute à ce propos Didier Moulon, qui est entrepreneur français à Cologne. Bonjour Paris. Si j'ai un conseil à donner à tout Français désireux de s'établir à Cologne, c'est de foncer. Tout est possible, tout est facile. Les gens sont à votre écoute, les administrations sont à votre écoute. Vous aurez des réponses à vos questions instantanées, tout de suite. Venez, vous ne le regretterez pas, c'est un marché porteur. Ça marche, ça fonctionne, ça consomme. Alors, Monsieur Moulon est très optimiste. Philippe, vous avez monté votre entreprise il y a quelques temps à Cologne aussi. D'abord dans le sud de l'Allemagne, mais avec peu de temps après à Cologne. Est-ce que ça s'est aussi bien passé que pour Didier? Dire que j'étais déjà intégré dans une société qui était une agence de conseil et j'ai en fin de compte pris une partie des clients avec l'accord du patron qui voulait lui un peu se recentrer. Mais l'Allemagne est vraiment un pays où il y a peu de barrières à la création d'entreprise. C'est-à-dire qu'il est facile de créer une société. Les capitaux sont les mêmes que pratiquement partout en Europe, mais on vous mettra rarement des bâtons dans les roues. Les chambres de commerce sont très très actives. Et donc, que ça soit pour faire une toute petite société, que ça soit vraiment du commerce de proximité, des produits français, de la mode ou n'importe quoi, vous arriverez très facilement à créer quelque chose. Et si c'est un peu plus gros, comme vous l'avez dit avant, il faut de la patience parce que les Allemands récompensent toujours la fidélité. C'est-à-dire que les Allemands sont des gens qui aiment la régularité, les normes. Et ils ont inventé beaucoup de... Enfin, les normes françaises, on ne les connaît pas. Les DIN, on les connaît. Donc les Allemands sont des gens qui aiment la régularité. Mais sinon, pas de frein à la création d'entreprise. Vous êtes d'accord, Chloé? Vous, quels sont les conseils que vous donnez à vos clients, par exemple? Alors, foncez, oui, mais préparez-vous. Oui. C'est un marché qui est mûr, qui n'attend pas de nouveaux produits. Donc, il y a déjà un certain nombre de concurrents qui sont bien installés en Allemagne. Donc, le projet allemand doit être bien préparé, doit être mûri. Cela veut dire aussi se faire accompagner par des experts. Je rejoins vos propos. Il faut être patient. Les premiers résultats, souvent, arrivent après 1 an, 2 ans de prospection et d'implantation sur le marché allemand. Et donc, cela veut dire pour les sociétés françaises, avoir le bon produit, être prêt et surtout avoir les ressources financières pour supporter ce développement en Allemagne. D'accord, il y a un besoin de trésorerie assez important? Tout à fait. Tout à fait. Il faut absolument avoir une approche locale. Les Français ont parfois l'impression que les Allemands parlent bien anglais, mais on se rend très vite compte dans la relation commerciale qu'arrivé à un certain point, l'anglais peut être un frein. Et donc, il est important d'avoir des équipes qui parlent allemand, d'avoir une présence locale, d'avoir un numéro de téléphone allemand. C'est ce qui va un petit peu être le déclic de votre implantation. D'accord. L'entreprise a très bonne notoriété en Allemagne, donc effectivement, il est facile de créer une entreprise. Les charges patronales sont moitié moins élevées en termes de France. fiscalité, droit du travail, c'est plutôt lourd? Le droit du travail est plus favorable aux employeurs en Allemagne qu'aux employés. Donc, il existe effectivement tout cet environnement favorable à la création et au développement des entreprises. D'accord. Vous parliez d'implantation locale. Est-ce qu'il y a une particularité du marché de la région Rhénanie du Nord-Westphalie? Des secteurs porteurs? Je pense qu'il y a un marché qui correspond à une région densément peuplée. La Ruhr se trouve à proximité de Cologne, par exemple. Pour le reste, la région Rhénanie du Nord-Westphalie est aussi un moyen de regarder l'ensemble des Länder en Allemagne. Et l'on trouve énormément d'ailleurs de sièges de sociétés françaises entre Cologne ou bien Düsseldorf, qui est à côté,
où, de manière historique, beaucoup de sociétés se sont implantées et continuent d'y être, desservant l'ensemble de ce marché. D'accord. Est-ce qu'il y a des secteurs porteurs principalement pour cette région, Chloé? Alors, c'est une région effectivement qui est très stratégique en Allemagne. Il y a 800 filiales de sociétés françaises implantées en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Donc, c'est la première implantation géographique de sociétés françaises. Cologne est très, très bien située. On est à 3 heures de Paris, on est à 2 heures de Bruxelles, 2 heures d'Amsterdam, 1h30 de Francfort. Ouais. Donc, on est au cœur de l'Allemagne, au cœur de l'Europe. C'est une région peut-être un petit peu moins industrielle que le sud de l'Allemagne, mais c'est une région où il y a beaucoup de sièges de sociétés du DAX allemand, donc vous êtes très proche des centrales d'achat, et donc c'est une ville stratégique pour l'implantation de sociétés françaises, en effet. D'accord. Et c'est important de parler allemand pour s'implanter, Philippe? Ça facilite beaucoup de choses. C'est-à-dire que les Allemands parlent très très bien anglais, et malheureusement mieux que les Français en général. Donc ils préfèrent un Français qui fait l'effort de parler allemand, et là ils vous pardonneront énormément de choses, comme ils se pardonnent entre eux, parce que l'allemand n'est pas une langue aussi centralisée que le français. Et donc, si vous faites l'effort d'avoir les bases, vous pourrez toujours préciser en anglais, mais ça sera mieux de parler allemand. Et l'allemand a au début un petit peu difficile, mais une fois qu'on a mis le pied, est à nouveau une langue très régulière. D'accord, merci bien. On va marquer une courte pause et on revient tout de suite après, pour un focus sur les différences culturelles. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Cologne. Alors pendant la pause, une nouvelle intervenante nous a rejoint sur le plateau. Lucie Rebeil, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante, donc vous avez étudié le droit à Cologne et vous êtes rentrée en 2015. C'est ça. Et c'était un cursus un peu particulier, un double diplôme. C'est un double diplôme franco-allemand entre Paris 1, la Sorbonne et l'Université de Cologne. Très bien. Ça s'est bien passé, votre expérience à Cologne? Oui, ça s'est bien passé. C'était difficile, mais ça s'est bien passé. D'accord. Donc, vous nous rejoignez. On va parler maintenant donc des différences culturelles, parce qu'on a beau être voisins, il y a quand même des clichés qui existent. Alors, le français peut-être un peu plus flemmard et l'allemand plus strict et rigoureux. Est-ce que ces clichés sont exacts, Lucie? Je vais essayer de ne pas vraiment trop tomber dans les clichés, mais incontestablement, certains sont vrais. Et ce qu'on dit, par exemple, oui, sur la rigueur des Allemands, particulièrement dans le travail, ça se constate. C'est vrai qu'ils sont très pointilleux, très perfectionnistes. Oui, enfin, vraiment, comment dire... Enfin, ce que j'ai entendu de beaucoup de Français donc, qui travaillaient dans le milieu de l'entreprise avec les Allemands, c'était qu'ils aimaient planifier tout, anticiper les difficultés qui pouvait éventuellement y avoir, et ça a pour conséquence que quand il y a un problème inattendu... Oui, manque de réactivité. Manque de réactivité. Pas vraiment un manque de réactivité, mais plutôt un peu plus de difficulté à improviser, en fait, et à être aussi spontané qu'un Français pourrait l'être si jamais il y a une difficulté, en fait.
Chloé, je vous vois hocher la tête, vous êtes d'accord? C'est tout à fait ça. Les Allemands, effectivement, planifient tout, ont un plan A, un plan B, sont un petit peu moins spontanés, un petit peu moins flexibles que les Français. Ils ont également une notion d'hierarchie un petit peu différente, c'est-à-dire que la prise de décision peut être préparée, peut être prise à des étages intermédiaires. C'est moins... C'est Il y a beaucoup plus moins hiérarchisé, c'est-à-dire que chaque personne, dans son pôle de compétences, a un pouvoir de décision. Donc, ce qui est bon à savoir, voilà, pour les sociétés françaises, on n'est pas obligé d'être en contact direct avec le directeur, on peut être en contact avec des étages intermédiaires. Les décisions peuvent décider. se prendre plus rapidement, du coup, peut-être. Les décisions sont plus préparées plus rapidement, non, parce que les Allemands ont l'habitude, avant de prendre une décision, d'étudier l'ensemble des aspects, le plan A, le plan B, le plan C. Donc, les décisions ne sont pas prises plus rapidement, mais sont plus mûries. Très bien. Philippe? Oui, je relative un tout petit peu avec Cologne, parce que Cologne est à gauche du Rhin, est à 2000 ans d'histoire latino-germanique, et donc Cologne n'est pas l'Allemagne. Cologne, c'est une ville qui a, vous avez dit, le carnaval, qui fête beaucoup, qui aime la musique, qui aime... Plus latine, sortir. alors? Beaucoup plus latine. Et d'ailleurs, la langue allemande est une langue qui contient deux langues. Chaque mot a pratiquement une version latine, une version... Nous, on a du grec en français. En allemand, il y a du latin et du germain. Donc à Cologne, ils seraient moins rigoureux que le reste de l'Allemagne? Ils ont des particularités qui sont des fois un peu négatives, dire que un peu plus combinard au sens, on va plus essayer de trouver, enfin magouillard, disons. Il y a un mot en allemand qui est difficilement qu'on peut difficilement traduire, mais les Allemands travaillent ensemble. Le diplôme que vous avez au début, ça compte, mais ça compte seulement au début. Ensuite, c'est à vous de faire vos preuves et vous pouvez monter dans une société en commençant vraiment, en nettoyant les assiettes, parce que ce n'est pas forcément le cas, mais ça, c'est possible. Vous pouvez devenir directeur d'hôtel après avoir... Voilà. Pierre-Yves, peut-être quelque chose à ajouter sur les différences culturelles, un autre aspect? Je les ai vécues comme homme d'entreprise auparavant, dans une situation assez... original, parce que ma société était allemande et je négociais avec des Français. Et j'ai redécouvert la différence culturelle de cette manière, mais du côté allemand, où mes collègues allemands étaient paniqués quand on négociait en France, par le fait que les Français en face étaient inventifs, spontanés, originaux, ne tenaient pas un agenda qui était minuté, et ils avaient une angoisse totale au moment du déjeuner, parce qu'ils considéraient que le déjeuner était une perte absolue de temps. Les Allemands alors que avaient cette angoisse. les Allemands, oui, alors que les Français considéraient que c'était d'abord joyeux, agréable. Et tout mon défi dans la société était d'expliquer à mes collègues allemands qu'ils négociaient pendant le déjeuner, à part qu'ils ne le savaient pas. En Allemagne, c'est vraiment séparer le travail et tout le reste, vie quotidienne, famille, affectif. Le temps dans l'entreprise, le temps dans le bureau est très décalé par rapport au reste. Ça ne veut pas dire que la vie familiale ne compte pas du tout. L'Allemand démarre plus tôt sa journée, l'achève aussi plus tôt, ce qui donne plus de temps à la vie familiale, amicale. Mais dans l'entreprise, mes collègues allemands étaient incroyablement concentrés, planifiés, ça laissait peu de place à l'humour. Il m'est arrivé que des collègues m'interrogent sur... J'avais une manière de m'esclaffer assez bruyamment. Et ça faisait pas sérieux. Oui, ça les dérangeait parce qu'ils pensaient que je ne me prenais pas moi-même au sérieux. D'accord. Et j'ai découvert cette différence culturelle, alors que pour moi, c'était une soupape. Pour lâcher un peu le stress. Puis en plus, c'est pas interdit de rire. Oui, ça donne une ambiance de travail aussi. J'ai redécouvert ça, je le savais à l'âge de l'adolescence, j'avais un peu oublié après. Ça fait partie des différences. Lucie, vous peut-être, avec les autres étudiants ou vos professeurs, vous avez remarqué ce sérieux dans le travail? Oui, je trouve qu'ils sont vraiment plus ordonnés et plus assidus peut-être même. D'ailleurs, je trouve que c'est plus agréable de travailler en groupe avec des Allemands qu'avec des Français. Ils sont plus fiables. S'ils disent qu'ils vont faire ça, ça et ça, ils vont le faire. Tandis que les Français, parfois, oui, ils vont le faire, mais peut-être pas au moment où on l'aurait demandé ou autre. Donc, ok. On va rester un petit peu dans le thème de l'éducation. On écoute tout de suite la proviseure du lycée français de Berlin qui nous présente son établissement. Le lycée français de Berlin est considéré comme l'établissement français le plus ancien de par le monde. Il a été créé en 1689 par les Huguenots réfugiés à Berlin en raison de la révocation de l'édit de Nantes. Ce lycée unique, comme s'est plu à le qualifier François Mitterrand en 1987, a en effet la particularité d'être un établissement français homologué par l'Éducation nationale et géré par l'AEFE, mais également un établissement public du Land de Berlin.
Il dispose donc de 2 administrations et est codirigé par 2 proviseurs, l'un français, l'autre allemand. Les élèves y préparent les diplômes français, DNB et baccalauréat généraux, ainsi que la BIBAC, mais également leur équivalence allemande. Philippe, je crois que votre fille fait une formation pour être professeur en maternelle. Oui, professeur, Alors. ça serait bien. Et en plus, bon, en France, tout le monde est professeur, tout le monde est directeur. Non, elle fait une formation pour être assistante d'éducatrice en école maternelle. Une école franco-allemande. C'est là où elle fait son stage dans une maternelle franco-allemande. Il y en a 2 à Cologne. Une dans le sud de Cologne, une à l'ouest. Et donc, Cologne, il y a la même chose pour les Grecs, il y a la même chose pour les Italiens. Il y a vraiment, c'est une ville étant donné qu'il y a beaucoup de minorités, 20 à 30% de personnes avec un historique migratoire, c'est une ville qui cherche à intégrer. Et même les enfants qui peuvent avoir des problèmes sont intégrés. C'est-à-dire qu'on cherche l'intégration. Bon, ça fonctionne plus ou moins bien comme partout, mais il y a un énorme effort à intégrer et à communiquer avec les parents aussi. Il y a le lycée français de Düsseldorf. Quand on est à Cologne, il n'y a pas de problème pour trouver une école pour ses enfants. Et beaucoup de Français même choisissent pas forcément la voie française. Et vous parliez d'intégration au niveau de l'accueil réservé aux Français sur place. Comment ça se passe, Chloé ? C'est très positif. En fait, les Allemands ont a priori très positif sur la France. Ils associent France souvent avec leurs vacances, avec de beaux paysages, avec une belle météo. Et donc, on aime beaucoup la France, aime beaucoup les Français. Quand on leur parle en allemand avec un petit accent français, ils adorent. Ça ouvre parfois des portes, même au sein de certaines entreprises. Donc, les Allemands sont très, très accueillants. D'accord. Au niveau de la manière d'enseigner, vous avez trouvé une différence, Lucie ? Je trouve que les Allemands sont plus dans la pratique. Même, je le voyais à l'université, vraiment. On était en cours avec les Allemands et on était beaucoup plus concentrés sur les questions pratiques alors qu'en France, on se concentre beaucoup plus sur les questions théoriques ou autres. Donc ça, c'est une des différences que j'ai constatées. Monsieur Le Borgne, vous avez envie de réagir ? Oui, c'est vrai. Je viens à l'origine d'un milieu de droit. J'ai fait des études qui ressemblent un peu à celles de Lucie. Et nos collègues et amis allemands ont une pratique dans le monde du droit, beaucoup de la jurisprudence, l'application, alors que nous sommes beaucoup plus sur nos manuels, la découverte ex cathedra de quelque chose qui est un peu pesante parfois. Et ils sont plus immédiatement employables pour cette raison dans les cabinets d'avocats, par exemple. Ok. Alors maintenant, on va passer, on arrive à Cologne. On passe sur la vie quotidienne à Cologne et on écoute tout de suite Grégory Lièvre qui nous parle du rythme de vie sur place. Alors je vous accueille sur la Schildergasse, qui est suivant les sources la première ou la deuxième rue commerçante la plus fréquentée d'Allemagne. Donc un endroit de vie en plein cœur de Cologne. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes en semaine actuellement. Le samedi, il y a 2-3 fois plus de monde qu'aujourd'hui. En revanche, le dimanche, c'est Sonntag, Ruhetag, la place est déserte. C'est un des traits particuliers de la vie à Cologne. Les commerces sont tous fermés le dimanche, y compris le dimanche matin. Donc il faut s'organiser en conséquence et faire ses courses durant le reste de la semaine. De la même façon, le dimanche, le jardinage est interdit, le bricolage est interdit. Donc il faut s'adapter là aussi. Philippe, vous n'aviez pas l'air vraiment d'accord avec ce que disait Grégory. Non, j'ai seulement dit que le dimanche, il y a quand même plus d'animation que ça. Bon, le dimanche, c'est quand même le jour où les gens vont d'abord chercher les croissants. Ils rencontrent ceux qui rentrent de faire la fête. Parce que Cologne, c'est une ville qui a énormément de clubs. Il y a beaucoup de groupes qui viennent, quand ils viennent en Europe, seulement jouer à Cologne, au stade de Cologne ou dans la nouvelle Arena qui est près du salon. Donc c'est une ville, il y a des gens qui viennent pour les salons, il y a des gens qui... Donc quand il y a un salon le week-end, la ville est pleine, les restaurants sont pleins. C'est une ville qui vit, C'est une ville qui est très très vivante. Le centre-ville est pour ces gens qui viennent de l'extérieur et les quartiers vivent pour eux. C'est-à-dire qu'il y a des petites fêtes de quartier qui sont aussi surprenantes pour les Français. C'est-à-dire que dans la rue que j'habite, qui fait 300 mètres de long, on arrive à rassembler plus de 10 000 personnes d'après la police. Lucie, au niveau des sorties, quels sont les quartiers que vous conseillez ? Oui, je demande. Ça dépend. En fonction, il y a des endroits de sortie plutôt pour les étudiants et d'autres endroits
un peu pour tout le monde. Peut-être au niveau du coût, alors est-ce que ça coûte cher? Non, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Vraiment, d'ailleurs, les Français, on en a beaucoup plus profité à Cologne que là maintenant à Paris. Et d'ailleurs, je trouve qu'on sort beaucoup plus à Cologne, vraiment, parce qu'il y a plein de possibilités tout le temps. Et ça, c'est vrai que c'était un avantage. Mais par contre, juste par rapport au dimanche, moi, j'ai trouvé que les rues de Cologne étaient assez vides le dimanche. Et qu'au contraire... Peut-être que les habitants sont plutôt, j'aurais tendance à dire, dans les parcs que dans le centre-ville, plus à profiter un peu des espaces verts que Parce que Cologne est une ville verte, ou accès un petit peu écologie, bio, etc. Comment ça se ressent au quotidien? Alors vous, Chloé, vous vivez à Düsseldorf, mais vous connaissez quand même bien Cologne. Donc je vous pose la question. Voilà. Moi, je trouve que ça se ressent énormément par la pratique du vélo. C'est-à-dire que les transports en commun sont plus chers qu'en France, sont un petit peu moins soutenus, subventionnés. Et donc les Allemands ont l'habitude, par tous les temps, de faire du vélo. Cologne est partagée par le fleuve Rhin, avec des berges très bien aménagées, des parcs. C'est une ville verte et dans laquelle il est très agréable de se promener, de vivre. D'accord. Pierre-Yves, vous avez installé vos bureaux à Cologne parce que c'était très accessible et que le Thalys passait par là. C'est vraiment un élément primordial de la ville. Oui, tout à fait. Je connaissais déjà un peu Cologne de ma vie passée, mais je n'y avais jamais travaillé. Après mon élection, j'avais le choix entre conserver une installation à Mayence, qui était un peu la base de mon entreprise, ou bien me mettre à proximité d'une gare qui desservait Paris à grande vitesse. Et j'ai choisi Cologne parce qu'on y allait très vite et que je ne voulais surtout pas perdre de temps dans les avions. Dans le Thalys, où je suis tout le temps, je travaille, j'ai le Wi-Fi, c'est comme un bureau. Et j'ai choisi, mon bureau est aussi à Villafrance, donc j'y suis, c'est un peu une petite entreprise, un député d'une certaine manière, auprès, avec mes collaborateurs, d'autres représentants de sociétés françaises, et c'est aussi un bon échange pour moi. Donc je suis heureux d'avoir choisi Cologne. C'est à combien de temps de Paris en Thalys? 3 heures à peu près. Très rapide. Quand ça arrive à l'heure. Oui. C'est plutôt... Au niveau de la qualité de vie, en quoi est-ce que Cologne diffère des autres villes allemandes? Pourquoi choisir Cologne quand on veut s'installer en Allemagne, Philippe? Parce que c'est central. C'est déjà un point... Enfin, c'est central, c'est comme Cologne. Cologne est sur la rive gauche du Rhin. Le centre de Cologne est en fin de compte décalé. Et ce qui est à droite du Rhin, c'est un petit peu différent, c'est les Prussiens. Et les gens de Cologne le disent encore. Donc Cologne est une ville comme Bonn, décentrée, mais centrale. C'est-à-dire que même pour aller à Berlin, vous mettez, pareil, comme pour le Thalys, s'il n'y a pas de problème, 5 heures en voiture. D'accord. Et enfin, en roulant, normalement, je ne parle pas en roulant trop vite. Parce qu'en plus, bon, pour les Français, il y a aussi un petit peu le confort de pouvoir tester sa voiture sur quelques kilomètres. Et si vous allez à l'est, sur plusieurs centaines de kilomètres. Et Cologne, c'est aussi un peu la ville des médias, capitale de la télévision sur place. Alors, au quotidien, ça se ressent? Il y a un certain nombre de tournages, effectivement, Oui. qui s'effectuent dans la ville de Cologne. Il y a énormément de sociétés de médias. C'est un petit peu lié aussi à cet aspect moderne de la ville, cet aspect très jeune. Il y a 1 million d'habitants. C'est la première université d'Allemagne, avec près de 100 000 habitants. Donc, c'est une ville très animée, de médias, jeune. Une ville qui bouge, en tout cas. Ça donne envie. D'ailleurs, on va parler de l'offre culturelle sur place avec Sylvain Laborde, qui est français et qui est installé à Cologne. Il y a beaucoup de musées dans la ville de Cologne. Il y a surtout une offre très intéressante pour les résidents de la ville de Cologne, qui est que tous les premiers jeudis du mois, les résidents de Cologne peuvent accéder gratuitement au musée de la ville. Donc et les musées sont ce jour-là ouverts plus tard, ouverts en nocturne jusqu'à 22h. Donc c'est une possibilité très intéressante pour les résidents de Cologne. Alors j'en parlais en introduction, Cologne c'est aussi et surtout connu pour son carnaval. Lucie, est-ce que vous l'avez vécu ce carnaval? Oui, plusieurs fois même. Et ce que j'ai beaucoup aimé au carnaval de Cologne, c'est qu'en fait tout le monde y prend part. Les adultes comme les plus jeunes, c'est pas réservé vraiment aux étudiants qui veulent faire la fête. Tout le monde est déguisé, c'est vraiment... Ça dure combien de temps? En fait, il y a une première journée en novembre qui enclenche le carnaval, et à partir de là, on commence à préparer les chars, etc. Et ensuite, sinon, ça dure à peu près 5 jours à peu près. Ça commence le jeudi avec Weiberfastnacht, et ça s'achève le lundi avec Rosenmontag, qui est donc la journée où tous les chars défilent et jettent des sucreries, etc. Donc, moi, j'ai adoré le carnaval. Philippe. Enfin, le lundi, c'est pour Cologne, mais c'est Mardi Gras, la fin du carnaval, et c'est fini à minuit.
où on brûle une sorte d'épouvantail qui symbolise la fin du carnaval. C'est-à-dire que dans les quartiers de Cologne, il y a des défilés qui sont le mardi. C'est-à-dire que et toutes les semaines, même déjà actuellement, vous allez rencontrer des gens déguisés, habillés en soldats. Et ça se prépare, j'imagine, des mois à l'avance, les chars, les déguisements. 11 à 11h11. Ah oui, voilà. Surtout, les costumes sont faits, sont pas seulement achetés. Il y a beaucoup de costumes achetés, mais il y a aussi beaucoup de gens qui préparent toute une année leurs costumes. Et c'est là que quand on voit les enfants, quand on voit les parents, quand tout un groupe, pendant un an réfléchit sur un costume, c'est assez beau. Et la joie des enfants, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des Français qui viennent en visite à Cologne pour le carnaval, ils sont vraiment étonnés. Chloé, vous avez envie de réagir? Oui, en fait, ça s'inscrit dans une tradition locale un petit peu plus large, c'est-à-dire que Cologne, c'est une ville qui a une histoire très ancienne, avec des traditions fortes, donc le carnaval, mais c'est aussi cette langue locale qui est le Kölsch, que parlent encore beaucoup de Colonnais, ces bières qui s'appellent également Kölsch, et donc c'est une tradition qui est fortement suivie par les Allemands. C'est le berceau culturel un petit peu de Cologne. Ouais. Et puis il y a un aspect politique également du carnaval qui est très intéressant, qui est plus ou moins prononcé dans certaines villes. Donc le carnaval n'a pas lieu qu'à Cologne, mais dans certaines villes en Allemagne. Et donc les chars souvent portent un message politique qui est très très intéressant à suivre. En parlant politique, j'ai une question, Pierre-Yves. Est-ce que vous vous représentez en 2017? Oui. Oui, oui. C'est prévu. Oui. D'accord. Sur l'offre culturelle à Cologne, il y a d'autres événements aussi, la Gay Pride, qui est très connue. Je ne sais pas si... Ou l'offre culturelle francophone, parce qu'il y a aussi... Et peut-être quelque chose que je voulais souligner. Le carnaval est un moment magnifique et émouvant, même, quand on voit la joie des gens, des enfants. Et puis il y a d'autres moments dans Cologne qui font découvrir la ville. Et j'en ai découvert un personnellement, c'est en courant le semi-marathon. Parce que quand on se retrouve dans une foule de dizaines de milliers de personnes qui serpentent dans la ville un dimanche matin, on la regarde différemment. J'ai trouvé cette expérience extraordinaire. Vide, oui, et avec une entraide, une capacité de parler aux gens en courant, en arrivant, avant le départ. C'est quelque chose de fort. Et puis, pour revenir au culturel plus strict, un festival magnifique qui s'appelle Lied Cologne, que j'adore personnellement. Il y a un festival de quoi? Littérature. Moi, je me souviens d'une intervention de Stéphane Hessel en février 2012, où je l'accompagnais et qui m'avait beaucoup marqué. Parce que les gens attendaient. C'est un rendez-vous important dans l'année de Cologne. Au niveau, quelques mots sur le coût de la vie, Philippe. Est-ce que c'est beaucoup moins cher qu'en France et par rapport aussi au reste de l'Allemagne? Par rapport à la France, et surtout par rapport à Paris ou les grandes villes françaises, très nettement. D'accord. C'est-à-dire que pour un étudiant, même les logements qui paraissent chers pour des gens qui habitent en Allemagne, pour un étudiant français, il est toujours très surpris. Bon, il y a aussi beaucoup ce principe de colocataire, de coloc, qui fait qu'on arrive à louer un appartement plus grand. Pour quels sont les tarifs à peu près pour Moi, par exemple, je payais 300 € par mois. Donc, pour une chambre en colocation? Pour une chambre en colocation, oui. Vraiment, c'est vrai, la règle, c'est vraiment les colocations, donc avec des gens qu'on ne connaît pas forcément à la base. Mais c'est plus pour les étudiants ou les jeunes, ou c'est vraiment tout le monde? Tout le monde. Tout le monde, oui. D'accord. Du coup, ça mélange des générations, c'est sympa. Pour les colocations, oui, mais le logement en général, même s'il y a eu un boom, et bon, l'arrivée des migrants a fait que ça a quand même aidé aussi à maintenir les prix des locations, parce que l'Allemagne vieillit, on l'a dit avant, mais malgré tout, comme la moyenne par habitant augmente, de mètres carrés par habitant, on a une certaine stabilité, mais à un niveau qui est... Les Français sont toujours étonnés. Vous avez un appartement, des fois, pour le prix de 10 mètres carrés à Paris. Et au niveau du reste de l'Allemagne, c'est aussi une des villes les moins chères, Chloé? Alors moins cher, je dirais non. Non. Par rapport à des villes comme Munich ou Stuttgart, oui, Cologne est moins chère, mais ça reste quand même une ville relativement chère, une ville qui attire des étudiants, qui attire des personnes qui croient. Et donc c'est vrai que quand même en Allemagne, moi je trouve que trouver un logement n'est pas facile. Il y a certaines villes où c'est même très compliqué. Donc logement, transport, je trouve ça relativement cher. Par contre, il est clair que les sorties, les restaurants sont beaucoup moins chers qu'en France. Très bien. Notre émission touche à sa fin. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table et que vous me disiez un petit peu un mot de la fin en vous adressant aux personnes qui nous regardent et qui souhaitent sûrement s'installer à Cologne, ce que vous leur conseillez. On va commencer par
par vous, Pierre-Yves. Je dirais, venez découvrir Cologne. Allez au-delà du cliché de la cathédrale. Immergez-vous dans la ville. Découvrez ce qu'elle a à offrir, à commencer par sa jeunesse et sa diversité. Et vous aimerez cette ville et vous y resterez. Merci. Lucie? Je pense qu'aussi Cologne est très connue en Allemagne pour sa tolérance. Et il y a un environnement vraiment très tolérant et du coup très propice. Et voilà, je peux que conseiller. D'accord, on est bien accueillis. Philippe? Enfin, Cologne est certainement un bon début, même si plus tard on peut éventuellement décider, pour des raisons pratiques, d'aller autre part. Parce que l'Allemagne est beaucoup plus riche que ce qu'on voit vu de France. On a en général une image de l'Allemagne très homogène. L'Allemagne est une grande diversité. Et donc, l'Allemagne est un bon départ parce qu'il y a ce côté latin qui fera que vous ne serez pas trop dépassé. Cologne est un bon départ. Cologne est un bon départ. Vous avez dit l'Allemagne, pas de problème. Chloé? C'est une ville très cosmopolite, effectivement, avec un tiers de personnes qui habitent à Cologne d'origine étrangère. Donc, il est très facile de lier des contacts avec plein de nationalités. Ça rend les échanges passionnants. Et puis, être français en Allemagne, finalement, c'est prendre ce qu'on aime de la France avec nous, avec le côté positif allemand. Et donc, c'est une position extrêmement agréable. Très bien, je vous remercie. Merci à tous. Pour les 24 heures chrono de l'International, restez avec nous. Tout de suite, c'est la ville de Porto. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire.